Bonjour à toutes et à tous. On est maintenant dans la stratégie marketing et on peut maintenant plonger à pieds joints dans les notions qui concernent l'étude de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose de large, c'est quelque chose qui nous entoure. Et donc, les premières questions à se poser en ce qui concerne notre environnement, c'est est-ce que je peux le choisir, cet environnement? Et il n'y a pas de bonne réponse à ça, ça va dépendre de votre contexte à nouveau. Est-ce que vous pouvez le choisir ou pas? Ça va dépendre de vos opportunités, ça va dépendre de vos richesses, ça va dépendre de votre flexibilité, ça va dépendre des investissements que vous pouvez faire, ça va dépendre du fait que vous êtes prêt ou non à faire des kilomètres. Hein. Salvatore et moi, on est liégeois. À un moment, on a entrepris au Luxembourg. Bah, c'est de la route, c'est 1 heure et demie de trajet, tous les jours aller, tous les jours retour. Est-ce que c'est possible pour vous de faire ce trajet-là pour dépendre d'un nouvel environnement qui va donc contenir un nouveau marché, qui va contenir des nouveaux concurrents. Ça va dépendre, qui va contenir des règles légales spécifiques, une taxation spécifique. Voilà. Est-ce que vous pouvez le choisir, cet environnement? Est-ce que ce choix est faisable ou pas? Et en fonction, tout le reste va découler, on le verra un peu plus tard. Est-ce que j'ai des opportunités dans ces environnements que je peux choisir ou pas? Ça peut être des opportunités commerciales, ça peut être des opportunités financières, ça peut être disposer d'un lieu de travail, par exemple, qui est déjà présent, de disposer d'une clientèle qui serait préexistante et que je peux racheter. Donc voilà, quelles sont les opportunités dans les environnements qui sont proches de moi ou qui sont plus éloignés de moi? Je lisais ce matin l'email d'un partenaire avec qui je travaille pour donner de la formation et on a notre client principal qui nous disait est-ce que l'année prochaine, enfin, est-ce que maintenant, vous pouvez redonner des formations? Moi, j'ai dit, bah, crise sanitaire oblige, j'aime autant attendre septembre pour reprendre les formations. Hein, on est aujourd'hui en mai. Et lui disait, bah, au contraire, je suis disponible maintenant, mais par contre, à partir de janvier 2021, je serai au Canada. Donc voilà, projet personnel, changer de vie, changer de pays. Et il y a des opportunités qui s'offrent ici et maintenant, il y a des opportunités qui s'offrent pour lui plus loin. Et moi, c'est l'inverse. En fonction de mon contexte et de mes valeurs, je préfère pas prendre des opportunités maintenant, je préfère les laisser à quelqu'un d'autre. Et puis, certains aspects de mon environnement me sont-ils imposés? Il y a des choses sur lesquelles vous avez prise et il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise. Et finalement, c'est le b à bas de la psychologie de comptoir, c'est pour aller bien, je regarde ce sur quoi j'ai prise et je regarde ce sur quoi j'ai pas prise. Si je commence à me tracasser ou dans le cadre de l'entrepreneuriat, à mettre énormément d'efforts sur des choses sur lesquelles je n'ai pas vraiment prise, je suis en train de perdre de l'énergie, je suis en train de générer de la frustration, je suis en train de perdre du temps sur des choses, à mettre de l'effort sur des choses qui ne sont pas changeables ou difficilement changeables. Par contre, il y a toute une série de choses sur lesquelles j'ai prise. Et là, il est intéressant de mettre de l'énergie, de l'investissement psychologique, peut-être des ressources temporelles, financières, sur des choses que je peux effectivement manipuler, changer, sur lesquelles je peux avoir un impact. Donc, faites toujours bien le point avant de creuser, avant d'avancer dans votre réflexion. Tiens, qu'est-ce qui m'entoure? Sur quoi j'ai prise? Sur quoi j'ai pas prise? Et sur quoi j'investis des ressources et du tracas. Alors, premier outil de l'environnement, c'est un outil plus macro. Macro, c'est l'inverse de micro. Ça veut dire qu'on va regarder de plus loin et pas se concentrer sur des éléments trop proches de moi. Et donc, le premier outil, c'est l'outil PESTEL, qui est un acronyme. Un acronyme, ça veut dire que chaque lettre correspond à un mot. Et donc, ici, il n'y a pas de méthodologie spécifique. C'est simplement vous rappeler qu'il y a 6 axes sur lesquels il faut se poser des questions avant d'entreprendre, parce que ces axes vont avoir un impact sur la manière dont vous menez votre business. Les 6 axes, c'est P, politique, E, économique, S, social, sociétal, T, technique, technologique, E, environnemental et L, légal. Alors, on va essayer d'illustrer un peu en quoi ces différents axes ont de l'impact aujourd'hui sur différents business. 2 petits articles qui disent, bah voilà, politiquement, aujourd'hui, il y a une décision qui est Bruxelles débloque, enfin aujourd'hui, le 15 octobre 2019, Bruxelles débloque 30 millions d'euros promis à ces entreprises. Donc, politiquement, certains partis peuvent aider
tous les partis, mais certains vont être plus prompts à aider les entrepreneurs, d'autres vont être plus prompts à aider le service public. Or, si vous êtes une ASBL, vous bénéficiez peut-être d'aide du service public. Donc, en fonction des partis politiques, vous allez peut-être avoir des choix politiques qui vont aider des entrepreneurs. Aujourd'hui, on est en pleine crise Covid-19. Vous avez aussi des choix politiques qui peuvent aller à l'encontre de l'enjeu économique d'entreprise. Le politique décide, pour raison sanitaire, de fermer l'ensemble des magasins et puis de réouvrir des commerces, mais pas l'ORECA. Voici l'ORECA qui est pas aidé par rapport à d'autres entreprises. On peut citer, comme Sylvain vient de le dire, vous avez un projet entrepreneurial, mais c'est sous forme d'ASBL. Tiens, on sait que politiquement, et même légalement, par la suite, il y a une réforme du Code des sociétés, mais politiquement, est-ce qu'il va y avoir une réforme des APE? S'il y a une réforme des APE et que vous comptiez sur ce subside-là, bah, si vous entendez qu'il y a une réforme, ça veut dire que c'est à risque. Si demain on voit qu'il va y avoir une Europe un peu plus protectionniste sur ses importations, mais que vous fabriquez avec du matériel qui vient de pays en dehors de l'Europe, ça va peut-être être problématique. Bref, vous allez être face à des politiques qui vont changer et ces politiques vont affecter votre business. Par exemple, décision politique de favoriser le remboursement de soins de massage pour une catégorie de clientèle. Le fait de protéger ou pas un métier. Aujourd'hui, le métier de pédicure médicale n'est pas protégé, demain il le sera, peut-être. À l'inverse, il peut déprotéger des métiers. Par exemple, on parle que certains actes infirmiers puissent être réalisés par des aides-soignants. Donc ça veut dire que ça modifie le paysage. On parle de ne plus avoir accès, besoin de diplôme pour avoir accès à une certaine à certains métiers. C'est déjà le cas en Flandre, dont le diplôme de gestion, par exemple. dont le diplôme de gestion. Effectivement, moi je donne cours aux peintres. J'ai des étudiants qui ont arrêté la formation en dernière année de formation parce qu'ils ont eu une opportunité professionnelle en Flandre, puisqu'en Flandre, il n'y a pas besoin d'accès à la profession pour être peintre. Exactement, ça peut changer. Il y a aussi la politique internationale. Tu as dit, je pense, dans une autre vidéo, Salvatore, tu as pris l'exemple de nos entrepreneurs, nos agriculteurs belges, au moment où il y a eu un embargo de la Russie. Or, les agriculteurs belges, le premier pays vers lequel on exporte des pommes, des poires, etc., c'est la Russie. À partir du moment où il y a un embargo qu'on ne peut plus faire de business avec eux, on se retrouve avec plein de producteurs belges qui ne savent plus à qui vendre. On a la question du Brexit qui pose toute une série de questions, parfois positives. On avait pas mal d'organes qui se sont dit « Ah bah tiens, on va se remettre vers Bruxelles plutôt que de se remettre vers l'Angleterre. » Bah hop, on a des entrepreneurs immobiliers qui se sont dit « Ah, il y a un coup à jouer ici. » On a peut-être d'autres entrepreneurs immobiliers qui se sont dit « Ah, bah, les Anglais vont se barrer, donc nous, on va plutôt perdre des clients. » Ben voilà. Donc, il y a toute une série de questions qui peuvent se jouer par rapport à des choix politiques. On a parlé des traités de libre-échange. Il y a eu la question du traité assez forte avec le Canada. Ce qu'on a dit un peu moins fort, c'est qu'en plein Brexit, nos autorités étaient en train de négocier un traité de libre-échange avec le Mexique. Bon, ben voilà. Où est-ce qu'on en est avec le libre-échange, avec quel pays, quels sont mes concurrents. On parle de dumping social très très souvent avec des personnes des pays de l'Est qui viennent travailler à des coûts imbattables ici en Belgique par rapport à nos entrepreneurs belges. Donc il y a une question politique qui est quand même clé en fonction de votre secteur. Économiquement, c'est évidemment lié à tout ce qu'on vient de dire, mais il y a des questions qui sont parfois peut-être un peu plus philosophiques, mais où est-ce qu'on en est dans notre modèle économique? Quel est le modèle économique favorisé? On est un retour vers du local, comme ici Jacques Cray en parle dans son article du 22 septembre 2019. On est un retour vers le circuit court, le local, les produits réparables on la cote pour le moment. Les produits de seconde main, j'ai oublié le nom de cet entrepreneur-là, mais un gars qui va utiliser des vieilles chambres à air de vélo pour faire des ceintures. Il ne sait plus où donner de la tête tellement
tellement il fait le buzz et tellement il vend des trucs. Il y a un autre gars que je suis qui fait des découpes dans des planches de skateboard et qui va découper des bagues, des boucles d'oreilles, des cadrans de lunettes, etc. dans des planches de skateboard polies, super stylées. Donc voilà, comment arriver à suivre des tendances économiques qui sont importantes. Voir aussi quels peuvent être vos clients. Est-ce qu'aujourd'hui, mon client, économiquement, c'est plutôt on est plutôt dans du B2C, je travaille avec des consommateurs privés, ou est-ce que je vais travailler avec du B2B, donc business to business, et pas business to consumers, donc le consommateur final est non plus du privé, mais des entreprises. C'est pas du tout la même manière de faire du business, les attentes sont pas pareilles, les moyens de communication ne sont pas pareils, la rapidité avec laquelle je peux faire du business sont pas pareils, parce qu'une entreprise ou une organisation publique se décide souvent beaucoup plus lentement, donc il y a un temps beaucoup plus long pour arriver à signer un contrat, les montants sont souvent plus élevés. Par contre, le délai de paiement est souvent plus élevé aussi. Donc voilà, il y a des questions à se poser au niveau économique. Alors, il y a aussi au niveau économique quelques questions. Et je suivais ce matin un débat sur l'idée de relocalisation en Belgique de certaines industries. Et tout le monde se dit, bah, a priori, oui, c'est une bonne idée. Sauf que, qui dit relocalisation dit d'abord retrouver de la main-d'œuvre et surtout voir si c'est rentable. Il y a un économiste qui disait, bah oui, est-ce qu'on pourrait faire du textile en Belgique, de l'industrie de vêtements en Belgique, pourquoi pas. On vous a déjà parlé de l'entreprise Archiduchesse qui vendait des chaussettes en ligne et qui commence à les vendre en magasin. Alors on peut se dire, bah, comment est-ce qu'ils font? Ils fabriquent tout en France, mais avec un coût. C'est-à-dire que, et c'est ce que l'économiste du débat que je suivais ce matin disait, c'est oui, les gens, ils veulent consommer local, sauf quand ils voient le prix. C'est-à-dire qu'une paire de chaussettes Archiduchesse de base, on est sur 9 € la paire. Là où sur la Batte ou sur n'importe quel marché, vous avez 10 paires de chaussettes pour 5 €. Et donc, on est sur des facteurs x 10, x 20 par exemple, parfois. Pour vous donner une idée, un travailleur au jour d'aujourd'hui en Belgique, il coûte à peu de choses près 40 € de l'heure. Là où il va coûter en Bulgarie peut-être 7, et là où en Chine il va coûter 3. Donc on est sur du facteur 13 de Rien que différence du travailleur. du travailleur, exactement. Ça ne veut pas dire que le produit va être 13 fois plus cher, mais sur un produit qui nécessite énormément de main-d'œuvre, ben forcément, le prix sera plus élevé. D'accord? Si c'est très peu de main-d'œuvre, mais c'est beaucoup de matières premières, par exemple les fruits et légumes, c'est beaucoup de matières premières, la terre, c'est peut-être un peu de transport et un peu de main-d'œuvre. Et donc, ben là, on peut se permettre de ne pas avoir des facteurs x10 de différence dans les fruits et légumes. Ce qui pose la question au jour d'aujourd'hui, quand vous décidez, par exemple, d'ouvrir un magasin de vêtements, ben, posez-vous la question, est-ce que le vêtement que j'ai, que je vends, est-ce qu'il a une valeur ajoutée suffisante pour que je gagne correctement ma vie? Et c'est le malheur de toutes ces chaînes de magasins, les Lola et Lisa, même les H&M, bien que ce soit un grand groupe, tout un tas de petites marques comme ça, même les Mango par exemple. Pourquoi? Parce que le vêtement en tant qu'unité a une faible marge. Quand on vous vend un t-shirt à 5 € qui est produit en Chine, il faut bien vous dire que la marge sur ce t-shirt-là, ou si cette petite robe à 19 € ou à 12 €, elle est extrêmement faible. Ce qui veut dire qu'il y a des quantités astronomiques à vendre. Et quand, économiquement, vous vous dites, moi, dans mon petit magasin, je vais appliquer le modèle d'un Mango ou d'un H&M, c'est-à-dire vendre des vêtements qui n'ont pas un prix énorme, ça veut dire que vous n'aurez jamais la capacité de vendre des quantités suffisantes que pour être rentable. Et ça, c'est tout le malheur des petits commerçants au jour d'aujourd'hui qui sélectionnent mal quelque chose dont on va vous parler ultérieurement, c'est-à-dire leur cible. Oui, il y a de la place pour du commerce de proximité, mais il y a de la place pour du commerce de proximité qui vend une prestation de service ou un produit à haute valeur ajoutée pour lequel la personne va vouloir payer un certain prix.
Donc il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention à cette idée d'environnement économique. Ce qui fait le lien d'ailleurs avec le nouveau système économique, c'est de dire à partir du moment où on va essayer de ramener de la haute valeur ajoutée, les gens vont dépenser plus d'argent, ils vont donc dépenser moins, donc je me dois d'avoir de la haute valeur ajoutée puisque les gens vont acheter moins, ou alors ils vont continuer à aller acheter à super bas prix, mais à nouveau, économiquement, et on y viendra après environnementalement, le bas prix, forcément, puisqu'il est produit à bas prix, il est produit dans des conditions qui ne sont pas top, il est produit avec des produits qui ne sont pas top, des pesticides qui ne sont pas top, et donc écologiquement, environnementalement, on va évidemment dans le mur quand on n'achète que des produits à bas prix. Et ce n'est pas une critique des personnes qui achètent des produits à bas prix, puisque tout le monde n'a pas le choix. Mais donc, on est bien dans un système où c'est le producteur et le vendeur qui va arriver à changer les choses à ce niveau-là. Au niveau de ce que Salvatore disait, avec le fait de beaucoup de main-d'œuvre dans un produit, or la main-d'œuvre elle est chère de par chez nous, ça veut dire que le marché du travail chez nous va obligatoirement devoir faire un focus sur des choses où il y a moins de main-d'œuvre. Donc, on se retrouve dans une dynamique économique d'automatisation, que ce soit pour des produits comme les légumes, Salvatore le disait, et encore, en plus, avec les légumes, vous avez une tendance où chacun va produire chez soi, donc ça va devenir un marché vraiment difficile pour les producteurs de légumes. Et donc, on a un marché du travail où on va vers l'automatisation, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les jobs qui se maintiennent, c'est des jobs à haute compétence ajoutée. Donc aujourd'hui, et je répète quelque chose qui a déjà été dit, on va vers de l'automatisation numérique, digitale, donc vous devez maîtriser les outils digitaux et on va chercher de la compétence chez les gens parce que tout ce qui n'est pas lié à de la haute compétence chez les producteurs, c'est potentiellement trouvable en ligne, faisable soi-même avec une imprimante 3D ou autre. Donc vous devez, en tant qu'entrepreneur, d'augmenter vos compétences pour être crédible sur un marché économique qui est aussi automatisé aujourd'hui. Et la preuve, j'enjoins nos auditeurs à faire cette expérience eux-mêmes. Maintenant que la crise est là, baladez-vous dans les rues. Maintenant qu'on peut un petit peu se balader, vous vous baladez dans les rues et vous constatez les commerces qui ferment. Et vous vous dites, tiens, pourquoi ce commerce-là aurait-il fermé? La réponse, c'est pas simplement parce qu'il n'avait pas les reins solides ou il n'a pas eu de rentrée d'argent. C'est pas vrai. Parce que pourquoi un restaurant X ou Y ne va pas fermer là où un Z va fermer? Pourquoi? Pourquoi ça s'est produit? Alors, il y a parfois du pas de bol, mais c'est pas que du pas de bol, c'est pas que à cause de la crise. Il y a des entreprises qui savent pertinemment que même si elles ont encore des réserves de liquidité, le marché va à ce point reprendre très lentement que ce ne sera pas possible de s'en sortir. Et donc, il vaut mieux limiter la casse aujourd'hui. Donc, attention dans la manière dont vous allez gérer votre business, surtout dans le choix des produits que vous allez proposer et des clients que vous allez proposer. Ça va avoir un impact si demain il y a une crise, si on revit une crise comme on est en train de la vivre, si demain il vous arrive quelque chose malheureusement et que vous n'arrivez plus à gérer votre magasin, tout ça sont des variables dont vous devez tenir compte. Le S de Pestel correspond à social. Et donc, il y a aussi toute une série de tendances sociales à prendre en compte. En tant que chef d'entreprise, vous allez peut-être recruter, travailler avec des partenaires, travailler avec des partenaires en interne des salariés ou des associés, ou bien travailler avec des freelances, etc. Et donc, on a déjà parlé de l'aspect entrepreneur freelance, je ne vais pas revenir dessus. On a touché un mot du burn-out, on a touché un mot de la génération Y, de la génération milléniale, des NWO, comme je vous ai dit, les New Ways of Working, le travail nomade, le travail sur ordinateur. Tout ça sont des tendances sociales fortes. Le BYOD, BYOD, Bring Your Own Device, chacun vient avec son matériel. Tout ça sont des tendances sociales fortes qu'il faut analyser à partir du moment où on est amené à travailler avec des gens. Comment éviter le burn-out, comment éviter le bore-out, comment éviter le brown-out, comment optimiser socialement des choses, qu'est-ce qui est accepté, pas accepté. En parlant d'acceptation, tiens, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a une grande question aujourd'hui qui est celle de
privatisation des données, privacité des données. Tiens, où est-ce que je peux mettre des caméras? Est-ce que si je mets une caméra dans mon magasin, ça va ennuyer les gens? Ça ne va pas les ennuyer? Probablement pas. Attention que si vous mettez des caméras, il y a, et c'est un autre point ici, c'est le légal. Hein. Donc, si je mets des caméras dans mon magasin, ça va probablement pas ennuyer des gens. Si l'entrée de mon entreprise est aussi une entrée d'immeuble et que je veux mettre une caméra sur l'entrée de mon entreprise, est-ce que les gens de l'immeuble vont râler, oui ou non, parce qu'ils vont estimer que, en fait, vous pouvez savoir quand ils sont chez eux ou quand ils ne sont pas chez eux en regardant votre caméra? Là, c'est un exemple très concret d'un ami entrepreneur qui a ça, qui a son entreprise au rez-de-chaussée. À gauche et à droite de l'entrée d'un immeuble, son entreprise fait un U autour de l'entrée de l'immeuble et de l'ascenseur. Ils ont des problèmes avec les personnes qui vivent là, disant bah, nous, on n'est pas d'accord en fait, de vos caméras ici, puisque vous pouvez contrôler nos entrées et sorties. Donc voilà, toutes des questions qui se posent. Dans un ordre d'idées, par exemple, les questions sociales, c'est le fort taux de syndicalisation ou pas dans mon secteur. Au jour d'aujourd'hui, on sait que la syndicalisation est très forte dans le secteur du bâtiment. Et pas plus tard que ce matin, je parlais avec un entrepreneur de toit qui disait, c'est malheureux, mes ouvriers voudraient travailler pendant les vacances, mais voilà, les syndicats ont fait parvenir aux entreprises le fait que non, les vacances de juillet dans le secteur du bâtiment devaient être maintenues. Ce qui veut dire que si cet entrepreneur-là, alors qu'il a des commandes, il n'arrive pas à les honorer, ça va peut-être détruire de la valeur ajoutée parce qu'il n'aura pas des commandes. C'est aussi un facteur important. Autre facteur social, la pénurie ou pas de main-d'œuvre dans votre secteur. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous parler d'expérience. Je dirige une fiduciaire. Il est extrêmement difficile de recruter. Aujourd'hui, si je mets une annonce et que je dis je cherche un comptable, j'en aurai très peu. Ce qui est un frein quelque part au développement des entreprises. J'ai des clients qui dirigent des garages. Au jour d'aujourd'hui, très difficile d'engager un ouvrier qualifié dans le domaine des garages. Alors, moi, j'ai fait un recrutement pour des concessions automobiles, donc la façade du garage, le garage est derrière, ceux qui vendent les bagnoles. Très compliqué de recruter des vendeurs compétents, qualifiés, qui ont peut-être leur accès aux organismes de crédit, puisque quand je vends une entreprise, j'organise des crédits, donc je dois avoir un accès qui m'autorise à le faire. C'est très difficile de trouver le vendeur parfait, même si on est prêt à mettre le prix. Et il y a une critique que j'entends déjà poindre, c'est de dire oui, mais les diplômes, c'est pas tout. Effectivement, mais au jour d'aujourd'hui, mettez-vous à la place d'un garagiste qui se dit moi, je dois donner une satisfaction à ma clientèle. Est-ce que vous seriez d'accord, vous clients, que je vous dise vous avez des garagistes, aucun ne possède un diplôme, mais ils sont top? Vous seriez peut-être pas fort d'accord. Même chose, demain, je vous dis vous prenez l'avion. Vous inquiétez pas, le pilote a des heures de vol, mais il n'a jamais eu sa licence. Vous êtes toujours d'accord de monter en avion? Pareil avec un médecin. Donc, quelque part, les qualifications, elles sont là pour donner confiance. Et donc, trouver des bricoleurs dans un garage, c'est toujours possible. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a encore des accès à la profession. Il y a des accès à la profession, notamment, et ça, ils ne seront pas supprimés, de garagistes parce qu'on joue avec la vie des gens. Si on vous remonte mal quelque chose et que sur l'autoroute ça pète et que vous avez un mort, vous avez une grosse responsabilité. Et donc, beaucoup ont trouvé des jobs, n'ont pas fini leurs études et ça crée des pénuries sur le marché. Donc, c'est aussi une variable dont il faut tenir compte quand vous allez lancer votre business. C'est demain, si je veux recruter et je veux grandir, est-ce que je vais trouver? Alors, en termes de consommation, il y a des tendances sociales aussi, évidemment. Vous avez, là ici, j'avais trouvé un article du 19 octobre 2019 qui dit bah, 6 Belges sur 10 ont peur de ce qu'ils mangent. À partir du moment où on a déjà parlé aussi de l'écologie, on a parlé de l'environnement, on a parlé des pesticides. On a tout eu dans l'alimentaire, évidemment. On a eu la vache folle, on a eu la fièvre aviaire, on a eu les viandes qui étaient avec des chevaux des pays de l'Est. Enfin, c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétant, l'alimentation, puisqu'on ne peut pas encore s'en passer. Et donc, voilà, c'est des choses comme ça. On a aussi des grosses tendances aujourd'hui sur le bien-être, le retour sur soi, le développement personnel,
le yoga, les lectures, les thés détox, voilà, tout ce qui fait du bien à son corps ou à son âme est vraiment sur le devant de la scène pour le moment. Donc, des tendances sociales qui peuvent avoir un impact sur vos catégories de business en fonction de ce que vous faites, hein. Et je parle même de peinture, je veux dire, les cours que je donne à mes peintres, les peintres, ils nous disent la demande qu'on a pour les peintures saines, les peintures qui respirent, les peintures qui dégagent, qui prennent le CO2 et qui redégagent de l'oxygène. Enfin voilà, il y a plein de tendances dans les produits, même dans des choses un peu inattendues comme les peintures. Je sais, Salvatore, que tu as refait la chambre de ton petit bout quand il est né. Bah, tu n'as pris que des peintures saines. Il y a vraiment des tendances qui sont importantes. Et en fonction de vos cibles, on y reviendra, la cible de l'enfance, c'est un truc où on est prêt à débourser des 1000 et des cents pour le bien-être, pour l'amusement, pour le développement. Voilà, c'est quelque chose où on est prêt à mettre du cash parce que socialement, c'est important aujourd'hui. Je regardais une émission du créateur Vox sur Netflix, qui s'appelle En bref en français ou Explained en anglais, qui expliquait socialement l'importance du diamant aujourd'hui. On peut créer des diamants nous-mêmes et pourtant, c'est la communication de quelques entreprises qui vont vous dire non, mais c'est les diamants qu'on a été chercher dans des mines qui sont mieux. Et finalement, c'est le génie publicitaire d'une entreprise qui fait qu'aujourd'hui, on estime que le diamant est le cadeau à offrir pour des fiançailles. Avant, c'était pas du tout ça. Et pourtant, le génie publicitaire d'une boîte a changé la société. Et aujourd'hui, on estime que le diamant, c'est le cadeau qu'il faut quand on va se marier. C'est assez déstabilisant. Au niveau technologique, bon, évidemment, on en a déjà parlé avec les compétences, avec le digital. Ça va introduire toute une série de nouveaux métiers, puisque l'automatisation, par exemple, l'avenue de l'intelligence artificielle dans l'automatisation digitale et numérique va être clé. On en a parlé beaucoup et ça va arriver. C'est parce que vous ne le voyez pas encore sur tous les secteurs, mais c'est en train d'arriver. On en a un peu plus parlé pendant la crise du coronavirus, puisque vous avez de la surveillance. Ici, on parle de drones dans le ciel, mais vous avez aussi de la surveillance par caméra, avec de l'intelligence artificielle qui va aller repérer des températures, par exemple, à distance, des caméras avec des senseurs de température qui peuvent repérer si vous avez de la fièvre ou pas, avec des caméras qui vont repérer les distances entre différentes personnes pour vérifier si vous marchez à maximum 2 en rue et à bien 1,50 m des autres personnes. Donc voilà, on a des thématiques qui rejoignent les autres thématiques sociales, hein, par exemple de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est une thématique légale et sociale qui est fortement d'actualité. Donc la technologie est très importante. Il y a eu beaucoup de buzz sur le 5G. Il y a même eu des fausses news sur c'est le 5G qui crée le coronavirus. Fake news absolue, mais c'est pas grave. Le 5G est lié aux technologies de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous voulez faire des bonnes technologies dans certains secteurs, notamment celui de la surveillance, mais vous avez besoin du 5G. Et donc, le 5G n'est pas juste aller plus vite sur nos smartphones, c'est aller plus vite en remote pour faire fonctionner des différents programmes qui peuvent vraiment changer la face de l'économie. Je ne suis pas en train de poser un jugement de valeur si c'est bien ou si c'est mal. Je ne dis pas qu'il faut aller là-dedans. Je dis, si demain il y a de la 5G, bien entendu que la technologie va suivre pour utiliser ce 5G et changer complètement certains pans de l'économie. J'ai parlé de drone aussi. Ben voilà, technologiquement, le drone, il est arrivé, on a cru que c'était que pour s'amuser dans son jardin en faisant tomber des Playmobil. Le drone, aujourd'hui, est en train de changer beaucoup de choses. Les interventions en termes de sécurité pour aller sauver des gens, pour livrer la logistique, pour livrer des choses, la surveillance. La SNCB utilise par exemple des drones parce que humainement, et Salvatore a parlé du coup, une main, il coûte cher de mettre des agents de gardiennage pour surveiller toutes nos voies ferrées et empêcher le vol de câbles. Il est beaucoup moins cher de payer un mec derrière un drone qui va faire beaucoup plus de kilomètres rapidement avec des caméras nocturnes pour empêcher le vol de câbles pendant les nuits. Alors, le succès de ce genre d'entreprise est encore relativement limité, mais je pense qu'une fois que l'intelligence artificielle
s'en mêlera dans le contrôle des drones, parce qu'aujourd'hui c'est des hommes qui contrôlent des drones, ça pourrait être des ordinateurs, soyons bien d'accord, et l'analyse des images. À partir du moment où on a débloqué ces quelques verrous, et c'est pas dans 10 ans, hein, c'est demain qu'ils seront débloqués, je pense que l'utilisation de drones va être démentielle par rapport aux technologies. Mais donc les technologies changent le marché du travail aussi. On a parlé d'Amazon, beaucoup à l'heure actuelle, qui a dû fermer, puis réouvrir, puis refermer pour des questions sanitaires. Aujourd'hui, la logistique, c'est un métier ultra en avance sur la technologie, puisque tant que c'est des hommes qui bougent des cartons, ça coûte cher. Mais si c'est des machines qui peuvent bouger, remplir des cartons, ça va coûter beaucoup moins cher. Or, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, qu'est-ce qui fait qu'un métier va disparaître demain? Est-ce qu'il est à forte compétence ajoutée si la réponse est non? S'il est répétitif, si la réponse est oui, et si en plus il est chiant, la réponse est oui. Si ces trois questions et ces trois réponses se juxtaposent, vous êtes à peu près sûr que ça va être automatisé. Et donc la technologie est en train de travailler à la disparition de ces jobs-là. Au niveau environnemental, ben voilà, il y a beaucoup de changements en termes d'environnement. Le premier gros changement, c'est l'énergie qui va être utilisée, évidemment. Alors, en fait, le vrai premier changement, ça va être des tendances normalement de consommation. Est-ce que les gens vont vraiment consommer moins? Est-ce qu'ils vont vraiment consommer autrement? J'ai déjà parlé du circuit court. Pour donner un autre exemple, on voit émerger énormément d'entreprises, de petits commerces qui vont vous livrer en vrac. Et vous venez vous-même avec vos pots, vous venez vous-même avec vos sacs et vous repartez avec, vous venez avec vos bouteilles vides et vous remplissez vous-même vos bouteilles pour l'huile, vous remplissez vous-même vos pots pour, j'en sais rien, les noix, le sel, le sucre, que sais-je encore, le café. Voilà. Est-ce qu'on va toujours continuer à acheter du Nespresso qui sont des dosettes en aluminium? Ils font un peu de greenwashing sur le fait qu'elles sont recyclées, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Et donc, est-ce qu'on va vraiment acheter quelque chose de cher, de petit et de polluant, versus acheter une dosette Senseo que vous pouvez réutiliser dans votre jardin, ou voire même ce bon vieux café moulu, ou voire même ce bon vieux café en grains que vous allez moudre vous-même et puis vous faire une chouette carafe de café. Pourquoi pas? Donc, est-ce que nos tendances de consommation ne sont pas en train de revenir à autre chose, c'est-à-dire consommer moins, consommer plus durable, consommer réparable? Il y a, pour faire le lien avec la technologie, il y a le Fairphone qui existe aujourd'hui. C'est un téléphone qui est pensé pour, un smartphone qui est pensé pour être durable et réparable facilement. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réparer des téléphones portables comme des iPhones ou des Samsung. Je peux vous dire que Salvatore et moi, on l'a déjà fait en téléchargeant des kits. On s'est retrouvé dans son salon en train de décaper thermiquement des téléphones. Il faut décoller les trucs. Vous risquez de casser votre écran si vous essayez d'aller changer une petite pièce. Enfin, c'est assez compliqué, c'est assez risqué. Mais il y a moyen de changer pas mal de trucs, mais c'est pas fait pour. Le Fairphone, c'est fait pour être réparable. Donc, environnementalement parlant, les tendances de consommation sont en train de changer. On parle beaucoup pour l'environnement de manger moins de viande. La viande crée beaucoup de CO2, puisqu'il faut énormément de production agricole pour nourrir le bétail. Et donc, plus vous mangez de viande, moins vous êtes bon pour l'environnement. Est-ce que si j'adapte ma manière de manger, est-ce que c'est pas mieux pour l'environnement? Et donc, on voit beaucoup de gens qui sont en train de devenir végétariens, non pas par conviction personnelle pour le bien-être animal, bien que c'est une thématique qui revient énormément sur la table, c'est le cas de le dire au niveau sociétal, mais aussi pour des questions environnementales. On peut aller très loin. Il y a des gens aujourd'hui qui décident de ne pas faire d'enfants pour des questions environnementales. En termes environnementaux, évidemment, la logistique est en train de se transformer. J'en ai déjà parlé aussi. Ça va avoir beaucoup d'impact au niveau logistique. Aujourd'hui, je vous ai parlé du mot greenwashing, c'est-à-dire parler d'environnement alors qu'en gros, on ne fait pas grand-chose pour l'environnement. Mais aujourd'hui, si je dis que je ne fais rien pour l'environnement, je me fais taper sur les doigts et je perds des clients. Le greenwashing, c'est une pratique assez courante. Donc, les consommateurs sont en recherche de plus en plus de vrais facteurs qui font la différence en termes d'environnement. Voilà, la question de la voiture électrique, la question de la voiture hybride, il y a toujours débat, il n'y a pas de vraie réponse encore à l'heure actuelle. Il est certain qu'il
pour des personnes attentives à l'environnement, il va être plus chouette de voir quelqu'un arriver en hybride ou en électrique que d'arriver dans une grosse Jeep américaine, un gros Hummer diesel. En termes d'environnement, il y a la consommation et il y a tout ce qui est commerce équitable. On voit des tendances assez nettes. C'est quand même une aberration, et c'est un petit peu bizarre, que lors des premiers jours de déconfinement le 4 mai, là où il y avait des files, c'était devant les Primark et devant les Actions. Alors Primark, c'est un cas emblématique parce que clairement, pour vous donner un jeans à 10 euros, il n'a pas été fait dans des conditions absolues de propreté, d'hygiène, de salaire correct pour ceux qui l'ont créé. Et pourtant, il y a une grosse consommation de ces produits-là. Ce qui veut dire que comme la valeur ajoutée, si on vous vend un jeans à 10 euros, la marge que le magasin fait dessus, elle est faible. Ce qui veut dire qu'elle-même, ce magasin-là, perpétue dans une moindre mesure des conditions salariales qui sont déplorables, des conditions de travail qui sont déplorables. Donc, ce qu'il faut vous dire aussi, et puisqu'il y a des enjeux environnementaux derrière votre futur business, il faut bien vous dire que demain, si vous gérez un business dans le domaine du textile à bas coût, vous participez vous-même à une économie qui va aller de moins en moins bien, puisque vous allez vous-même générer des jobs à peu de valeur ajoutée. Et vous allez peut-être vous-même participer à la future catastrophe de demain. C'est-à-dire que forcément, c'est pas et je dis particulièrement parce que j'ai une classe de vente et qui ne s'en rend pas bien compte, tu l'as dit très clairement en disant si votre métier est un peu ennuyant, s'il est fort répétitif et si il est facilement automatisable, c'est le cas de vendeurs dans des chaînes de supermarchés dans le textile. Un vendeur aujourd'hui chez Primark, il conseille pas, il conseille très peu, il réachalandent. Je peux te l'illustrer très facilement avec mon expérience chez JBC. Je suis allé chez JBC pour me racheter des chemises puisque j'avais pris du poids et que je ne rentrais plus dans mes anciennes chemises. Ayant pris du poids, je ne peux évidemment me tourner que vers des chemises dont la coupe est régulière puisque la plupart des chemises sont slim, ce qui ne va pas du tout avec quelqu'un qui a de l'embonpoint. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans le magasin et je regarde les chemises en coupe régulière. Typiquement, les chemises en coupe régulière, vous avez deux types de blancs différents et vous avez un bleu et parfois un rose, un ou deux bleus et un rose. Puis vous avez toutes ces magnifiques chemises avec des motifs un peu floraux. Vous avez des motifs qui sont des dessins, vous avez des lignes, vous avez des bulles, vous avez plein de motifs qui sont assez sympas aujourd'hui. Toutes ces chemises sont slim fit. Donc moi, je fais le tour pendant, je dirais, allez, 15-20 minutes de toutes les chemises, je regarde toutes les étiquettes, puis je me dis, bah, ok, il y a manifestement en regular fit que des chemises couleur unie, blanc et bleu. Je veux quand même en avoir le cœur net, je vais voir une jeune vendeuse et je lui dis, bah écoutez, je cherche des chemises, voilà, coupe regular fit, je n'ai trouvé que des bleus et des blanches, est-ce que vous me confirmez que c'est le cas? Attendez, monsieur, on va regarder ensemble. Mais non, non, je viens de le faire, ce job-là. Si tu connais pas ton magasin, si tu peux pas me conseiller, tu ne sers à rien. Tu me proposes de faire ce que je viens de passer à faire 15 minutes dans ton magasin. Au fait, pour information, ça fait 15 minutes que je suis dans ton magasin. Et donc, vous voyez bien qu'on est exactement dans le cas que décrit Salvatore, qui est du pur achalandage, des personnes qui remettent en rayon des choses, qui trient, sans même prendre la peine d'apprendre ce qu'il y a dans leur rayon, puisque quand je leur demande un conseil sur qu'est-ce qui est disponible dans vos rayons, elle n'est pas capable de me répondre, elle est capable de me dire très gentiment et très poliment, allons regarder ensemble. Donc, voilà, j'en veux pas à cette personne qui a été très gentille et très serviable, mais pas très utile. Donc, voilà exactement ce que tu décris, Salvatore. Et donc, d'ailleurs, c'est même marqué physiquement. C'est-à-dire que vous voyez dans tous ces magasins, grandes chaînes de magasins, vous voyez des petits vendeurs avec une oreillette, avec un talkie-walkie. C'est bien que quelque part, on est en train de robotiser le vendeur. Le vendeur, il n'est plus là pour prêter attention au client, il n'est plus là pour conseiller ou pour apprêter, il est là juste pour
faire ce qu'on lui demande, réachalander un rayon, ramener dans le rayon, trier. Et ça, bientôt, je suis désolé de le dire, mais il y a des robots qui vont le faire 10 fois mieux que vous. Quelle est la moralité de cette histoire-là? Ne créez pas les désastres de demain. Aujourd'hui, si vous voulez remettre l'humain au centre du commerce, et si vous voulez mettre l'humain au centre de l'entrepreneur, il faut que cet entrepreneur-là ait des capacités et des compétences qui sont beaucoup plus pointues que celles qu'on va aller retrouver chez un vendeur Primark au jour d'aujourd'hui. Des C'est pas compétences dénigré. Oui. et des compétences relationnelles. C'est vraiment les deux clés du vendeur. On voit souvent le vendeur comme le beau parleur qui va aller placer quelque chose, mais en fait, si vous voulez que votre client ait une expérience dans votre magasin, une expérience humaine, et c'est pour ça qu'on peut se permettre de lier avec l'environnemental, l'expérience humaine, c'est « Ah ok, ah, il m'a compris, il m'explique, il me fait rêver, il me fait vivre une expérience. » Mais on en reparlera au moment de parler de la vente, mais l'humain doit être clé. Et donc pour ça, il ne faut pas juste être dans l'achalandage. Et enfin, dernier aspect, finalement, ce dernier aspect, il est la synthèse des 5 aspects précédents, puisque l'ensemble de ce qui se passe au niveau politique, économique, social, technologique et environnemental, l'ensemble de tout ça va être traduit par le gouvernement dans des lois. Et ce qui est très important, c'est de se rendre compte à quel point vos activités sont encadrées par la loi. Et la règle, c'est « nul n'est censé ignorer la loi ». OK. Sauf que c'est très compliqué, la loi. Et c'est pour ça que vous devez vous entourer de personnes qui la connaissent. Votre comptable doit pouvoir vous aider au niveau de la loi fiscale. Votre avocat doit vous aider au niveau de litige. Et vous devez vous renseigner sur tout ce qui entoure la responsabilité civile pour les assurances. Qu'est-ce qui se passe si les clients passent par des communs du building? Qu'est-ce qui se passe à un moment de pandémie si je loue un appartement au premier étage, au deuxième étage, au cinquième étage d'un building? Qu'est-ce qui se passe si mes clients ont l'habitude de passer par ce building? Boum, on est en pandémie et à partir de ce moment-là, mes clients ne peuvent plus passer par l'ascenseur, ils doivent passer par les marches, comment ça se passe, enfin, voilà. Tout ça, c'est des questions qui sont vraiment primordiales parce qu'elles sont encadrées par la loi ou par des règlements d'ordre intérieur, pour parler moins législation et pour parler plus réglementaire, par des règlements d'ordre intérieur d'un lieu où vous exercez. Il faut aussi se rendre compte que 100% des actes que vous mettez en œuvre est lié à la loi et très souvent, la loi va impliquer du paiement. Demain, vous avez une vitrine, sur votre vitrine, vous mettez votre nom, ou vous mettez votre nom sur ce qu'on appelle un totem, hein, vous êtes dans un centre d'entreprise, et il y a ces grands cartes où vous avez tous les noms des entreprises qui figurent dans le bâtiment, ça s'appelle un totem. Mais légalement, puisque votre nom est sur le totem, vous devez payer une taxe, plusieurs centaines d'euros annuels, rien que pour avoir son nom inscrit sur un totem. Parfois, vous pensez, bah, ok, je suis dans mon bon droit, je peux exercer ça, je peux demander ça. En fait, non. L'État vous dit non. Et puis, en fait, si vous vous renseignez bien, oui, mais l'Europe dit oui. Il y a vraiment des enjeux qui sont très difficiles et c'est très compliqué à maîtriser le légal. On a parlé déjà du RGPD, Règlement général de la protection des données. Ben voilà, il faut savoir qu'on est obligé de respecter ce règlement-là. Il faut aussi savoir qu'il n'y a aucune task force existante en Belgique à l'heure actuelle, et je vous parle de ça, on est mi-mai 2020, pour venir vérifier chez vous que vous respectez bien la réglementation du RGPD. Par contre, si un client mécontent ou si un concurrent n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, il peut aller se plaindre. Et là, ça peut amener un contrôle, même s'il n'y a pas de task force existante. Les premiers contrôles avec amende forte sont déjà tombés. Et l'amende peut monter jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires annuel, ce qui peut représenter, en fonction de votre chiffre d'affaires, un montant très très important. Et parfois, tu l'as mentionné, je pense par exemple au garagiste, il y a énormément de législation dont le garagiste n'est pas au courant. Et il espère, il agit dans son bon droit, il essaye de faire de son mieux, mais parfois, il n'arrive pas à quantifier les risques qu'il prend. Je donne un exemple.
Quand vous avez une entreprise dans laquelle il y a un accès à la profession qui est obligatoire, c'est le cas du métier de garagiste ou de vendeur de véhicules. Parfois, c'est le cas aussi quand vous faites du crédit à la consommation pour des facilités de paiement. Il y a tout un tas de législations liées à la FSMA, liées à l'accès à la profession, qui font que la personne responsable et qui a l'accès à la profession doit être là en tout temps lorsqu'il y a une vente qui est réalisée. Ce qui veut dire que si vous, à un moment donné, vous êtes parti en vacances et que vous laissez un ouvrier tout seul qui n'a pas les qualifications, en fait, votre entreprise, elle est susceptible de fermer. Et ça, il y a beaucoup de patrons qui sont pas du tout conscients de ça. Ou par exemple, un restaurant qui va faire cuisiner le second, mais qui n'est pas diplômé, pendant que le chef est parti en vacances. Ça non plus, vous n'avez pas le droit. Donc, tout un tas de pratiques, et puis, pas de bol pour vous, un jour, lors d'un contrôle, boum, 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 vous vous faites choper. Et là, c'est tout le projet qui tombe à l'eau parce qu'on va fermer votre garage, on va fermer votre restaurant, on va exiger que, et vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre aux injonctions. Donc attention, cet aspect légal, c'est pas connaître toutes les lois, c'est connaître spécifiquement ce qu'on appelle la législation intersectorielle, ou votre législation sectorielle, en tout cas. Et ça, c'est très important. Oui, parce que la législation sectorielle elle est très très clé. Je reviens sur un exemple qui concerne évidemment pas tout le monde, mais avec lequel vous allez faire peut-être des liens par rapport à votre secteur propre. Détective privé, il y a une loi qui est spécifique pour encadrer les détectives privés. Les entreprises de gardiennage, il y a des lois spécifiques qui encadrent le gardiennage, parce qu'on est ici dans de la sécurité, et que la sécurité, c'est une thématique qui est très très chère à l'État, et donc il va encadrer vraiment ces secteurs-là. En termes de rémunération, vous avez des conventions collectives qui encadrent des secteurs et qui encadrent les pratiques de ces secteurs en termes de gestion des ressources humaines. Donc, attention à tous ces aspects-là en termes de rémunération. Et parfois, ça va dans un sens auquel on ne s'attend pas, parce que vous faites du business à l'étranger, vous faites du business au Luxembourg. Il y a toute une série de croyances au Luxembourg. Il faut y bosser 10 ans pour accéder à la pension luxembourgeoise. C'est une croyance qui est fausse. Il faut se pencher sur la loi. Mais par contre, nous, ce qui nous est arrivé au Luxembourg, c'est qu'on s'est rendu compte, Salvatore et moi, qu'en fait, on se rémunérait en dessous du minimum légal. Donc parfois, ça va aussi dans ce sens-là, au sens qui va dans votre sens, vous, entrepreneur. Traitez-vous comme il faut aussi et soyez bien dans les clous de la loi par rapport à vous, à la fois dans les limites que ça vous impose et à la fois dans le minimum que ça vous impose également. Voilà pour ce premier outil Pestel en termes d'environnement. Dans la prochaine vidéo, on vous parlera vraisemblablement de la SWOT, des 5 forces de porteur et du cycle de vie. À bientôt. À bientôt.